Justice, Aphex Twin, Gogol Bordello, Pulse. Ce festival a déjà fait jouer tout ce que la musique compte de légende. Et pourtant, pour payer tous ces artistes, environ 200 chaque année, ils dépensent moins que pour un seul headliner à Coachella. T'as bien entendu, moins qu'un seul headliner. Et chaque été, ils sont 250 000 à débarquer dans un champ de boue paumé au milieu de nulle part pour hurler dans le noir le nom d'un village que personne ne s'est placé sur une carte. Ce terrain-là, avant, c'était une mine de charbon, une région morte que tout le monde avait laissé tomber. Aujourd'hui, c'est le plus gros événement musical de toute la Belgique francophone. Et son secret, c'est simple, il fait l'inverse de tous les autres. Pas de course à la mégastar, pas de surenchère. Ici, le chaos, c'est une stratégie. Et je vais te montrer comment, étape par étape. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Stick et Tout. Ok, moi c'est Edgar, 20 ans dans l'événementiel aujourd'hui. Mais Dour, honnêtement pour moi, c'est pas un festival comme les autres. C'est là que tout commence. Pour te remettre dans le contexte, j'ai 18 ans, je suis de Marseille, fauché. Je vais voir un artiste qui joue près de chez moi dans un festival entre Cassis et Marseille. Et au dernier moment, je m'aperçois que le festival est annulé. Du coup, je commence un peu à chercher sur internet où mon artiste veut jouer ailleurs. Et je tombe sur un nom que je n'avais jamais entendu parler avant. Dour, en Belgique. Du coup, je regarde un peu le prix du billet, le prix du transport, de l'hôtel. Clairement, c'était au-dessus de mes moyens d'étudiant. Sauf que sur le site, je découvre un petit onglet « Bénévole ». Je vois que le recrutement est censé être fermé et que je suis complètement en délai. Mais j'envoie quand même un mail et quelques jours plus tard, on me répond. Et c'est là que je me retrouve, à 18 ans, pour la première fois de ma vie, dans les coulisses d'un festival. Et pas n'importe où. Je me retrouve dans l'équipe accueil artistes, l'équipe volante, celle qui accompagne les artistes des loges jusqu'aux scènes. Du jour au lendemain, je me retrouve à accueillir des artistes que j'écoutais en boucle dans mon iPod. Le Wu-Tang, Ice Cube, Birdie Nam Nam, qui débarque avec Pedro Winter, le patron de Headbanger et l'ancien manager de Daft Punk. Steel Pulse et Alpha Blondie pour ma partie reggae. Et moi, gamin, en train de gérer ces gars-là. Ça me matrixe complètement le cerveau. Alors quand je te dis que Dour, c'est une vraie machine, crois-moi, parce que je parle de l'intérieur. Et on va remonter le fil ensemble. Comment un champ minier est devenu une ville de 250 000 personnes en faisant tout à l'envers. Et à la fin, qui gagne vraiment dans cette histoire ? Prépare-toi, parce que tout ce que tu prends pour du chaos ici est calculé au centime près. Et tout ça commence bien avant moi, sur un terrain qui à l'époque valait absolument que dalle. On est en 1989, dans le Borinage. C'est dans le sud de la Belgique, collé à la frontière française. Et pendant un siècle, là-bas, on a vécu au rythme des mines de charbon. Sauf qu'à ce moment-là, les mines sont mortes depuis bien longtemps. Les puits sont fermés, les usines sont silencieuses, et les jeunes ont déjà, pour la plupart, fait leur valise pour aller chercher un boulot ailleurs. Dour fait partie de ces petits villages-là. Un clocher, quelques rues, des champs autour, et le silence un peu pesant de ces endroits dont plus personne ne parle en fait. Et c'est là où t'as un étudiant du coin qui a une idée un peu folle. Il s'appelle Carlo Di Antonio, et il veut redonner vie à son village. Pas avec une usine, pas avec une subvention, mais avec un concert. Les 7 et 8 janvier 1989, il monte une petite scène en plein centre du village. Quelques centaines de personnes répondent à l'appel, le son est sale, la logistique tient avec des bouts de ficelle, et sur scène, t'as quelques groupes français, alternatifs, un peu énervés, du style Berrurier Noir, un groupe de punk culte de l'époque. La volonté de lancer quelque chose, c'est parce qu'il n'y a rien en Wallonie en festival, il n'y a rien qui marche bien, il n'y a rien qui se fait chaque année. Donc il faut lancer quelque chose, il y a une place à prendre. Et c'est pas un business plan ce qu'il fait, c'est juste une intuition. L'envie de faire exister la musique là où personne ne l'attend. Et pour ça, c'est réussi. Et retiens bien ce détail, parce qu'en fait, il va tout expliquer plus tard. Mais ce que tu dois retenir, c'est que dès le premier jour, l'ADN de Dour, c'est pas de faire venir la plus grosse star possible, c'est de programmer ce que personne d'autre ne programme. Dans un endroit où personne ne programme rien, tout court. Et doucement, ça prend. Chaque été, t'as un petit peu plus de monde. En 1994, ils ajoutent un camping. En 2002, le festival passe la barre symbolique des 100 000 personnes. Et en 2010, il est élu le meilleur festival d'Europe. En 2019, il bat son propre record. 251 000 festivaliers. En 30 ans, dans un champ sans aucune valeur, dans une région que tout le monde avait enterrée, est née une référence pour tout un continent. Et là, tu te poses forcément une question. Comment, en tant qu'un gars, tu remplis 170 hectares chaque année sans les méga restas que les autres s'arrachent? Pose-toi la question juste 2 secondes. Pourquoi les gens viennent de toute l'Europe à Dour? Vraiment. La réponse évidente, ce serait de dire le line-up, les artistes affichés, pour n'importe quel festival. En général, on dit ça, c'est logique, surtout qu'ici, il y en a quand même 200 qui viennent jouer. Sauf qu'à Dour, une étude dit exactement le contraire. En 2015, un centre de recherche belge, le CRISP, a observé le comportement réel du public. Et cette étude sort 2 chiffres qui devraient être impossibles. Le premier,
À peine 5% des festivaliers voient plus de la moitié de la programmation. Autrement dit, quasiment personne ne vient pour tout voir. Le deuxième chiffre est encore plus fou. En moyenne, 40% des gens se déplacent pour voir un seul concert, sur plus de 200. Juste prendre 2 secondes pour réaliser ce que je viens de te dire. Si 4 personnes sur 10 font la route pour un seul artiste, alors le line-up, c'est pas le produit. C'est pas la raison pour laquelle les gens viennent. Parce que le vrai produit, c'est le sentiment d'appartenance. C'est l'expérience. C'est l'ambiance. C'est le camping. C'est la boue les années où il flotte. C'est le sable dans les yeux les années où il cogne. C'est le fait d'y être et de pouvoir dire « j'y étais ». Et là, l'éclectisme de Dour prend tout son sens. Et quand je te dis le mot éclectisme, ça veut juste dire mélanger tous les styles musicaux sans aucune hiérarchie. Pour te donner un exemple, quand j'y étais en 2008, sur la même affiche, t'avais le hardcore d'Agnostic Front, la techno de Richie Houghton, le reggae d'Alborezi. 20 ans plus tard, en 2026, c'est le rock de Pendulum, le rap d'Orelsan et Damso, la techno d'Amelie Lenz. Les noms changent à chaque édition. Mais le grand écart, lui, ne bouge jamais. 8 scènes dans la même nuit, tu passes du rap au métal, à la techno, au reggae. Aucune scène reléguée, aucun style secondaire. En tant que festivalier, tu vis ça comme une liberté absolue. Tu peux picorer ce que tu veux, et en plus c'est l'occasion de découvrir des trucs que tu connaissais pas. Ok, mais du côté organisateur, on peut le voir différemment. C'est un immense filet. Chaque style apporte sa propre tribu. Que ce soit les fans de métal, les fans de techno, les fans de rap, tous pris tout seuls, aucun ne remplit un champ de 170 hectares. Mais tous mis bout à bout, tu attrapes tout le monde. Et mon principe, c'est exactement ça. Plus tu donnes de bonnes petites raisons de venir, plus il y a de monde qui vient. C'est le supermarché entre guillemets du festival. C'est comme si d'un côté, tu avais un artisan qui faisait vraiment un unique type de produit, et les gens venaient vraiment le voir juste pour ça. Et de l'autre côté, une sorte de supérette ou de supermarché qui va proposer plein de produits différents et qui donc va attirer beaucoup plus de trafic. Et si tu regardes bien, même il y a un étage au-dessus. Et ça, la plupart des gens le remarquent pas spécialement. Regarde bien la programmation. T'as pas un jour rock, un jour techno, un jour hip-hop, un jour reggae. Chaque style est éclaté sur les 4 jours. Et ça, c'est pas fait par hasard. Parce que, en fait, si tu mettais tout le rock sur le même jour ou tout le reggae sur le même jour, ben, quelqu'un qui serait vraiment fan de ce genre de musique, il prendrait un billet juste pour un jour. Tandis que là, il est obligé de prendre un pass complet. 4 jours, pas un. Et donc, tu vois le truc, ça, c'est pas un accident. Ça s'appelle de l'ingénierie. Et c'est ça qui remplit le terrain. D'ailleurs, petite pause. Si jusqu'ici t'as appris des trucs, n'hésite pas à lâcher un like et un commentaire parce que ça aide vraiment les petites chaînes comme moi à se développer, pouvoir te sortir des vidéos de qualité tout l'été sur tous les festivals de l'été. Et aussi, si toi-même t'es organisateur, j'ai préparé une petite checklist gratuite que tu peux retrouver en description qui te permettra de deviner à l'avance si ton prochain événement sera complet ou pas. Mais on en reparle un petit peu plus tard. Du coup, si le produit, c'est pas les artistes, mais c'est le sentiment d'appartenance, alors Dour peut se permettre un truc impensable pour tous les autres gros festivals. Et ça, c'est pas du tout du hasard. Le budget qui sert à payer tous les artistes de Dour chaque année, environ 200 noms sur 5 jours, tournait aux alentours de 2 à 2,5 millions d'euros en 2017. À titre de comparaison, un headliner de Coachella touche entre 4 et 10 millions de dollars. Ouais, t'as bien capté. Tout le plateau de Dour coûte moins que la moitié d'un seul nom à Coachella. Ok, Coachella c'est différent, Coachella c'est les Américains, c'est budget limité, soit. Mais comment c'est possible? En fait, tout tient en un seul mot, l'exclusivité. Les gens, comme Coachella, ils payent pas juste un concert. Ils payent pour un show unique, monté sur mesure, qu'on verra jamais nulle part pour créer une vraie forme d'exclusivité. Et souvent, ils empêchent même l'artiste de jouer ailleurs dans la région pendant des semaines. Dans le métier, on appelle ça une clause de rayon. En clair, tu payes pour que l'artiste soit à toi et à personne d'autre pendant une période. Ça peut être 6 mois avant, ou plus, et même après. Et voilà ce qui fait souvent grimper l'addition de 4, 5, 10 millions de dollars. Et ça crée un truc encore plus vicieux. Comme tous les gros cours après les mêmes 20 noms, leurs affiches finissent par se ressembler. Tu pourrais changer des têtes d'affiche, ou tu pourrais tout simplement changer le nom sur l'affiche entre 2 gros festivals, tu verras même pas la différence. Dour, c'est complètement l'inverse. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de grosses têtes d'affiche et que Dour anime que des petits. Si tu y vas, tu vas avoir des artistes énormes, en tournée mondiale ou régionale, parfois avec leurs propres exclus. Mais la vraie différence, c'est que le festival ne se construit pas autour d'une tête d'affiche. Souviens-toi du chiffre. On vient pour Dour, pas pour les artistes malgré leur grand nombre. Du coup, si une star désiste à une semaine de l'événement, et ce qui arrive souvent, ça vide pas le terrain. Personne n'avait pris son billet exclusivement pour elle. Et pendant que les autres festivals sont otages de leur star, Dour, lui,
et increvable. Et il est gagnant sur 2 tableaux. Sur le coup d'abord, évidemment, le plateau entier d'artistes en tournée et découverte, ça revient à une fraction de quelques expos mondiales. Mais surtout, pendant que les gros louent des stars qu'il faut racheter plus cher chaque année, Dour, lui, construit une fidélité autour de lui-même et autour de la curation qu'il propose. La curation, c'est cette confiance qu'on fait à un organisme pour nous faire découvrir des nouveaux trucs. Et ça, cette curation, c'est devenu sa vraie signature. Mais tu sais quoi? Cette curation, même elle n'est pas qu'une affaire d'oreille. Pour te donner un exemple, le programmateur historique de Dour, Alex Stevens, a une formation d'informaticien. Face aux 10 000 artistes proposés chaque année, il a codé son propre outil qui agrège les données de plus de 600 000 artistes. Écoute Shazam, buzz, date de tournée. Le mélange qui paraît si instinctif, en fait, est aussi en partie piloté par la donnée. Le chaos, encore une fois, est calculé. Et voilà la vraie force de Dour. N'importe quel festival plus riche peut s'arracher une resta à coup de chèque. Mais personne ne peut racheter ton identité, ni le cri Dour. Cet ADN de 1989, jouer ce que personne d'autre ne joue, c'est devenu, sans bruit, l'arme la plus solide de Dour. Reste une dernière question, et c'est peut-être la plus belle. Cette machine, qui la finance vraiment ? Et qui fait-elle vivre? On imagine toujours qu'un festival de cette taille, il vit d'argent public. À Dour, c'est l'inverse. En 2018, son budget tournait aux alentours de 13 millions d'euros, pour à peine 100 000 euros de subventions. Moins de 1%. Donc Dour vit de ses propres recettes. Les billets, la billetterie, les festivaliers. Mais il y a même mieux. C'est pas la région qui a aidé le festival, c'est le festival qui a aidé la région. Il y a une vingtaine d'années, la commune de Dour était dans le rouge et était en pleine galère. Du coup, la commune s'est tournée vers le festival. Et le festival, lui, qui était né dans un coin de Charbon que tout le monde avait laissé mort, a décidé de verser de lui-même environ 40 000 euros pour aider les finances du village. Ça fait à peu près 700 000 balles depuis 20 ans. C'était pas une taxe, pas une obligation, juste un coup de main. Et tu vois la boucle se boucler? Souviens-toi au début, un étudiant qui voulait réveiller son village mourant avec un concert. 35 ans plus tard, ce concert, il est devenu le poumon économique de toute une région. Là où le charbon avait éteint la lumière, le festival l'a rallumé. Sauf que rien n'est éternel. Et en 2026, l'État belge double la TVA sur les billets de festival, de 6 à 12%. Le secteur entier tire la sonnette d'alarme. Pour certains, c'est carrément leur survie qui est en jeu. Et c'est pas qu'une intuition d'orgas inquiet. Aux Pays-Bas, quand le gouvernement a voulu la même hausse, l'économiste René Goudrian a chiffré l'impact 1,5 million de visiteurs en moins pour les festivals. Pourquoi? Parce que leurs prix ont déjà atteint leur plafond. Juste 5 euros de plus sur un billet pour les jeunes, qui sont ceux qui ont le moins de moyens, ne viennent plus. Résultat, les Pays-Bas ont reculé. La Belgique, elle, fonce. On sent des difficultés financières dans les candidats acheteurs, donc beaucoup de louanges sur la programmation, beaucoup d'envie de venir, mais la situation économique est difficile, notamment pour une partie de notre public jeune. Du coup, Dour, comme les autres, doit se serrer la ceinture. Fin 2025, il met fin à sa contribution à la commune, en s'arrangeant tout de même pour pas réclamer celle de l'année. Forcément, localement, ça a fait débat. Mais l'essentiel est ailleurs. Le festival, lui, ne bouge pas. Et l'édition 2026 est là, mi-juillet, comme chaque été depuis 35 ans. Le coup de main financier s'arrête peut-être, mais le vrai cadeau de Dour dans la région, c'est pas quelque chose qui tient sur une ligne de budget. C'est le fait d'avoir remis ce petit coin de Belgique sur la carte du monde 5 jours par an. Et ça, personne ne pourra l'arrêter. On revient ensemble rapidement sur ce champ, la plaine de la machine à feu. Un terrain où on extrayait autrefois du charbon. Aujourd'hui, on n'extrait plus rien du sol. Ce que Dour extrait, c'est la seule chose qu'un concurrent plus riche ne pourra jamais racheter à coups de millions. Un sentiment d'appartenance. La curation a remplacé la pioche, la tribu a remplacé les mineurs, et le terril, il sert de décor à des selfies. Et le plus fort, c'est que tout le monde y gagne sur le moment. Le public vit la fête de sa vie, le festival, lui, fait tourner une machine des plus efficaces d'Europe, tellement bien huilée qu'on la voit même pas tourner. Et ça, c'est le vrai génie de Dour. Avoir transformé une région quasi morte et en gros bordel musical en l'actif le plus solide du secteur. Pas en ayant les plus grosses stars, mais en n'en ayant pas besoin. Et franchement, tu veux mon avis? 20 ans après, le gamin fauché de Marseille qui avait poussé les portes des bénévoles au kilo à l'époque et qui connaissait rien des festivals, même si aujourd'hui j'ai compris la mécanique, j'ai compris le business, j'ai compris tout ce qui pouvait se passer derrière, et ben tu sais quoi, c'est avec plaisir que j'y retournerai. Mais cette fois sur le camping VIP. Et si t'es arrivé jusqu'ici, je pense qu'on a la même vision du monde. Tu fais pas juste la fête, mais t'as envie de comprendre les mécanismes qui sont en dessous. Alors, je peux te demander juste une chose. Déjà, si t'as aimé, encore une fois, si tu peux liker, commenter, et n'hésite pas à me dire sur quoi tu veux le prochain épisode. Mais aussi, si t'es organisateur, je t'invite
à découvrir la checklist que j'ai mis en description et que tu peux aussi trouver en scannant le QR code. C'est les 6 leviers qui vont faire que ton événement affiche complet. On revient sur ton positionnement, l'expérience que tu proposes, la programmation, le marketing, la cible, la billetterie. C'est une méthode prête à appliquer. Tu scannes le QR code ou tu cliques sur le lien en description et je reviens vers toi direct. Je te remercie encore de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu. On est ensemble. Cheers!